Bună dimineața! Bine ați venit la această întâlnire care poartă titlul Parcursul unei cărți, scriere, editare și traducere. Numele meu este Mihaela de Donclu, sunt realizator de emisiuni culturale la Radio France International România. O să vă rog să-mi permiteți să prezint invitații de la această masă rotundă. Alături de mine se află domnul Didier Decoin, secretar general al Academiei Goncourt, scriitor, autor al romanului Biroul pentru grădini și iazuri, apărut la editura Humanitas Fiction și care va fi lansat puțin mai târziu, la ora 12:30 la standul editurii Humanitas. Titlul în limba franceză este Le Bureau des Jardins et des Étangs și aveți aici și versiunea sa în limba franceză, frumoasa, splendidă copertă pe care, dacă aveți ocazia, vă invit să o și atingeți, pentru că totul se leagă puțin și de acțiunea și de subiectul acestui roman, un roman apărut la editura Stock. Alături de domnul Didier Decoin se află doamna Denisa Comănescu, director general al editurii Humanitas Fiction, editura care îl publică pe domnul Didier Decoin. Urmează apoi excelentul traducător și scriitorul Doru Mareș, căruia îi mulțumesc pentru această frumoasă traducere. Și în capul mesei, alături de noi, se află Alix Oron, care se ocupă cu cesiunea drepturilor la editura Stock. Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru această participare. Cred că nu o să prenăm foarte mult această introducere. Aș vrea, pentru început, să îl las pe domnul Didier Decoin să ne explice, din punctul său de vedere, cum se naște o carte, de fapt. Comment naissent les livres, Didier Decoin? Beaucoup de gens pensent qu'un livre, c'est bon, beaucoup de gens pensent qu'un livre naît quand on le voit dans la vitrine d'une librairie. En fait, c'est comme un petit être humain, comme un bébé. Il a une vie très longue avant de pouvoir être... Pour moi, la naissance d'un livre, c'est lorsque l'auteur a l'idée du livre. Et ça n'arrive pas comme ça, parce que un auteur va avoir envie d'écrire quelque chose, il va laisser tourner dans sa tête, il va y penser jour et nuit, et puis tout d'un coup il va dire non, c'est pas bon ça, je vais pas avoir plaisir à l'écrire, ou les gens vont s'ennuyer en le lisant, donc il va le mettre de côté, et puis il va penser à un autre sujet. Mais le premier sujet, celui qu'il a mis de côté, si vraiment il veut vivre, il va revenir par en dessous et il va essayer de s'imposer. Et parfois 3 ou 4 fois, comme ça on va jeter une idée qu'on a et elle va finir quand même par revenir. Ça veut dire qu'elle est viable. Ça veut dire que c'est comme les... Vous savez, dans une conception humaine, ce sont je crois des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de spermatozoïdes qui se précipitent vers les ovules. Il y en a un seul qui va réussir à entrer et à donner naissance à un bébé. Et là, c'est pareil. Il y a plein de sujets. Moi, quand je commence un livre, j'ai 15, 20, 30 idées. Et puis, il y en a une qui va être la plus forte. Ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est évidemment la naissance de l'écriture. Alors ça, c'est extrêmement variable. Ça peut prendre des années, ça peut prendre seulement des mois. Il y a des livres d'urgence qu'on écrit en quelques semaines. Et puis après, il y a ce stade qui est très émouvant pour l'auteur, qui est la naissance du livre physique. C'est-à-dire qu'un jour, l'éditeur dit « Tu peux venir signer ton service de presse » et on découvre le livre. Voilà, il existe, il est imprimé, il est sur papier. Alors, le toucher du papier, c'est déjà... Surtout aujourd'hui où beaucoup d'auteurs, moi le premier, on travaille sur ordinateur, donc on n'a pas ce contact physique avec le papier. Et tout d'un coup, quand le livre est fabriqué, on a le contact physique. Et puis il y a la couverture. On la connaît ou on la connaît pas, mais c'est toujours un choc. Parce que c'est un habit, c'est un vêtement. C'est la fin de la nudité. On est dans... le livre est habillé, il peut sortir, il peut se présenter au monde. Et puis il y a un troisième stade qui est un stade très, très important aussi, qui est la découverte du livre par la presse, par la critique, par les gens qui vont en rendre compte,
avec des moments de désespoir parce que une critique aurait été mauvaise, et ça arrive, et c'est bien, il en faut, ça apprend à écrire mieux, à faire mieux, et puis il y a des moments de jubilation quand la critique est louangeuse et formidable, et puis le dernier stade qui alors c'est pas pour tous les livres, mais c'est un livre qui va plaire à des éditeurs étrangers, et ça moi c'est quelque chose que j'adore, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a un message de mon éditeur français sur mon ordinateur me disant la Roumanie achète ton livre. Et tout d'un coup, je me dis voilà, tout un pays qui va découvrir cette histoire. Ah, ça peut être la Roumanie, l'autre jour je suis allé en Slovénie, où bon, c'est un petit pays la Slovénie, mais en même temps c'est émouvant de penser que l'histoire que j'ai inventée va vivre dans ce décor, dans cette nation. Et ça permet aussi de se déplacer avec le livre, d'aller dans les pays qui l'ont... Alors là, il y a le travail extraordinaire du traducteur, et il y a 2 cas de figure où on peut lire la traduction. Moi, je peux lire en anglais, en espagnol, en italien. Je ne peux malheureusement pas lire en roumain, donc je ne peux pas apprécier la qualité de la traduction. Très belle. Mais et voilà. Alors j'ai des amis en France qui connaissent le roumain et qui m'ont dit c'est formidable. Donc j'étais très heureux. Mais moi je ne peux pas le lire. Il y a un côté paradoxal dans dire j'ai écrit ça mais je ne peux pas le lire. Si vous me permettez, juste faire une petite présentation de votre parcours professionnel. Voilà, on ne peut pas résumer en une page. Deci, Didier Decoing, scriitor, scenarist, spuneam mai devreme, secretar general al Academiei Goncourt, a început să lucreze ca jurnalist, o carieră care l-a însoțit ani de zile, în paralel cu care a dezvoltat și o carieră literară. Primul său roman publicat, Procès à l'amour, publicat în 1966, 11 ani mai târziu, în 1977 primește premiul Goncourt pentru John l'Enfer, ceea ce îi dă un elan, sper eu, cred, pentru că publică aproape în fiecare an câte un roman. Din 1977 încoace, probabil la un interval de 2-4 ani. A fost președinte al Societății Oamenilor de Litere, unul dintre membrii fondatori ai Societății Civile a Autorilor Multimedia. În paralel cu cariera sa de scriitor, a început să scrie scenarii de film și asta pentru că și-a trăit copilăria în lumea cinemaului împreună cu tatăl său, Henri Decoing, mare realizator de film. Cinemaul i-a adus premiul juriului la Festivalul de la Cannes în 1991 cu Or la vie, un film franco-belgian realizat de Maroun Baghdadi. După un roman de Roger Hoc, mi-am adus aminte de Roger Hoc felul acesta, un roman autobiografic, Un otaj a Beirut. Roger Hoc a fost jurnalist, mare reporter, diplomat și, în timpul său liber, spion. Pentru televiziune, Didier Decoing a scris numeroase scenarii și adaptări, a condus de altfel și departamentul de ficțiune a France 2. În 1999, cred, ați primit Le Set d'Or pentru cel mai bun scenariu pentru miniseria Contele de Monte Cristo. Este și membru al Academiei de Marină și are foarte multe preocupări și în principiu acum a venit să ne vorbească despre modul în care, cum scrie el, cum își gândește romanele. Didier Decoing, j'aimerais bien continuer un peu rentrer j'aimerais bien rentrer un peu plus dans votre travail d'écrivain et peut-être vous nous donner quelques exemples. Peut-être juste parler éventuellement de votre premier roman ou de John l'Enfer ou d'autres romans qui ont marqué votre parcours d'écrivain. Je sais que pour pentru că din și Iazul, le Bureau des Jardins et des Étangs, vous avez travaillé plus ou moins 12 ans. Oui. Avant d'écrire un roman, il y a quand même une idée qui naît.
et qui est quelque part et que vous la gardez, il me semble, pendant longtemps pour voir si... Si elle est viable, oui. si elle veut naître ou pas. J'ai vraiment cette impression qu'il y a des livres qui veulent accéder à la publication et d'autres qui sont des livres mornés, comme ça, qui n'ont pas d'existence. Celui-là, le problème qu'il me posait, c'est que ça se passe au Japon au Moyen-Âge, entre l'an 800 et l'an 1100. C'est un pays que je ne connais pas, c'est un pays qui n'a rien gardé de cette époque-là, et c'était une époque qui n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu en Europe. Nous, en Europe, au moment de l'époque de ce livre, qui est l'époque Heian, en Europe, on était dans c'était un monde de grande violence. Il y avait des guerres, il y avait des tortures, il y avait des épidémies. C'était un monde finalement assez crépusculaire, assez sombre. Au Japon, au contraire, cette époque moyenâgeuse a été celle du plus grand raffinement, du plus grand... tout était... On cherchait la beauté en tout. Les guerres étaient interdites, elles étaient hors la loi. Mettre la guerre hors la loi, il faut oser le faire. Et les Japonais avaient osé ça. Ils avaient interdit... Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des véganes. Mais des véganes, à cette époque-là, tout le monde était végane. L'empereur avait donné un décret comme quoi la consommation de viande était un crime. Donc on avait le droit éventuellement de manger du poisson, et encore pas tous les poissons, parce que certains poissons étaient réputés avoir une sensibilité. Les carpes, par exemple. Les carpes sont les héroïnes un peu de mon roman. Il ne fallait pas manger de carpes. Quand on se rencontrait deux hommes se rencontrent dans le couloir d'un château, en Europe, on dégaine l'épée, et puis on dit défends-toi, etc. Là-bas, pas du tout. Les duels, ce sont des duels de poésie ou des concours de parfum. Le jour où je suis tombé sur cette information-là, j'ai été stupéfait. L'hiver, les Japonais passaient leur temps à parfumer leur maison, leurs vêtements, le plancher. Ce qui posait parfois des problèmes assez bizarres parce que ils se rendaient visite les uns aux autres. Alors, un homme allait dans une maison tout était parfumé dans la maison, tout, mais fortement à l'encens. Hein. Puis il rentrait chez lui après, et sa femme lui disait tu sens bizarre. Tu es allé chez une cocotte, Et en même temps, ils arrivaient. Alors ça, c'était un concours génial, un concours de traduction par l'odeur. L'empereur avait une idée, il avait une vision. J'ai vu une vache voler avec des libellules. Et là, il disait à ses courtisans, vous allez me traduire ça en parfum. Je ne sais pas comment on peut traduire l'image d'une vache qui vole avec des libellules en parfum, mais eux y arrivaient. Et disposaient d'un alphabet, d'une bibliothèque de parfums absolument gigantesque. Tous les encens du monde entier avaient été rassemblés dans une boutique à Kyoto, où tout le monde n'avait pas accès, et on venait se fournir en encens pour participer à ces concours. C'est vraiment un tout autre monde. Alors, avant d'écrire le livre, il fallait acquérir peu ou prou la connaissance de ce monde étrange et fascinant. Donc, si on parle du bureau des jardins et des étangs, vous avez mis très longtemps à faire la documentation. Combien de temps? J'ai dû mettre à peu près 12 ans. 12 ans pour la documentation. Et l'écriture avec en même temps, mais la totalité... Je mets toujours une date quand je commence un livre. Et... Oui, c'est bon. Je mets toujours une date sur la première page. Et quand je termine, je fais la différence. Je regarde, et là, je me suis aperçu que j'avais mis 12 ans. D'accord. J'espère mettre moins pour le prochain. Voilà, donc une fois que vous êtes mis à écrire, comment ça se passe en général? Oui, non, mais j'ai une manie. Je suis pas du tout un écrivain de la nuit. Il y a des écrivains qui aiment écrire la nuit quand il n'y a plus aucun bruit. Moi, de toute façon, je vais à la campagne, donc j'ai que le bruit des oiseaux. Mon moment de production, entre guillemets, le meilleur, c'est l'après-midi. Donc, le matin, je fais ce que j'appelle en langage
comme si j'étais cinéaste. Je fais des rushs. Je fais des essais sur la page ou les pages que je vais écrire dans l'après-midi. Et puis l'après-midi, j'essaye de mettre ça au propre. Je fais une page, 2 pages, j'écris. Je n'écris pas beaucoup à la fois. Hein. Et ça dure jusqu'à l'heure du dîner, parfois un petit peu après. Mais en 8 heures, 8-9 heures, les meilleurs jours, 10 heures de travail, je produis 2 pages qui sont lisibles, qui me paraissent lisibles. Quand je les relis après, souvent j'en jette une. Donc je suis très très lent dans ma façon d'écrire, parce que chaque mot, pour moi, a de l'importance. Quand je suis lecteur, je suis très attentif au style du livre que je lis. Il y a des auteurs que j'aime follement pour leur style. Alors, par exemple, j'ai un chouchou parmi les Japonais qui est Yasunari Kawabata. Pour moi, c'est un des plus grands romanciers qui ait jamais existé. Mais je ne peux pas le lire en japonais, donc il faut que je le lise en traduction. Et je sais que la meilleure traduction de Kawabata, il l'avait dit lui-même, c'est sa traduction en anglais. Il disait, si vous ne parlez pas japonais que vous voulez me lire, lisez-moi en anglais. D'où l'importance du traducteur, effectivement, pour un auteur. C'est-à-dire que grâce à une bonne traduction, ce qu'il a vraiment écrit peut être compris. Je ne sais plus pourquoi je vous parlais de Kawabata, mais enfin, bon, je suis content d'en avoir parlé. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Dans mon bureau, j'ai un portrait de Kawabata qui me regarde par-dessus mon épaule et qui regarde ce que j'écris. C'est un portrait à l'encre. Et qui vous dit que c'est bien. Ah, il dit parfois que c'est très mauvais. Quand est-ce que vous savez que c'est bien et que ça reste sur papier et que, enfin, à l'écran et qu'après, bon, bah, ça sera... En relisant, j'ai le cœur qui rate un battement. C'est-à-dire quand j'ai une émotion. Si j'avais fondé une école en isme, impressionnisme, sophisme, etc., j'aurais fait l'émotionnisme. Je crois terriblement que l'être humain est motivé par ses émotions. Et je sais qu'un texte est bon. Je pense qu'il est viable si, en le relisant, il me provoque une émotion. Même s'il est de moi, il peut me provoquer une émotion. Alors c'est un frisson, la peau de poule, vous savez, donc on a les poils qui hérissent, la bouche sèche. Voilà, à ce moment, c'est ça le signe. C'est très physique. Mon travail avec le livre est très physique. J'ai d'ailleurs besoin qu'il le soit. Alors, est-ce que vous mettez le mot fin? Non. Jamais? Jamais, parce que pour moi, le fait d'avoir écrit le livre, il n'est pas fini. Puisque maintenant, il va être édité, critiqué, traduire. Et j'ajoute, le lecteur est un co-auteur. Chaque fois qu'un lecteur ouvre un livre et qu'il le lit, il le réécrit en même temps que l'auteur. Donc je ne mets pas de mots fins. De même que je ne mets pas, c'est une nouvelle manie, la liste des remerciements. Parce qu'il y aurait trop de gens à remercier. Et puis dans le fond, ils n'ont pas fait grand-chose. Par exemple, je remercie ma femme parce qu'elle a été d'une patience extraordinaire pendant les temps où j'ai écrit mon livre. Bon, mais c'est normal. Si j'étais pilote de ligne aussi, elle serait patiente, elle attendrait mon retour. Donc je trouve ça un peu naïf, un peu bébéiforme de parler de remerciements. Mais alors en revanche, je pense que c'est important, comme le livre je me suis documenté, j'aime bien mettre quel livre j'ai lu pour me documenter. Vous en mettez ici à la fin de ce roman également, il y a une liste. Quelques titres, oui. Voilà. Parce que ce sont des gens qui auront pu éventuellement aimer le Bureau des Jardins et des Étangs. S'ils lisent les livres qui m'ont servi de base de documentation, aimeront aussi ces livres. Alors pour vous, en tant qu'écrivain, une fois que le roman est fini, comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Je pense déjà au suivant. Oui, non, mais avant ça, il faut être publié. Donc il y a bien un moment où vous prenez contact avec votre éditeur, ou avant, ou au milieu, ou quand c'est le moment de l'idée. Comment ça se passe en fait? C'est quand que pour vous, l'éditeur... L'éditeur, je prends contact avant d'écrire le livre
en lui disant voilà, j'ai bien réfléchi, j'ai fait plusieurs essais, c'est ce livre-là que j'ai envie d'écrire, est-ce que ça t'intéresse? Et lui, il vous dit feu vert. Feu vert. Voilà. Et à partir de là, il dit plus rien. Il attend que ce soit complètement fini. Il est furieux, il téléphone toutes les 3 minutes en demandant pour le bureau des étangs. 12 ans, il n'en pouvait plus. Donc, parce que vous avez lancé l'idée dans l'air 12 ans oui, avant. Un autre éditeur. Mais entre-temps, vous avez publié d'autres livres? J'ai publié 2-3 petites choses, mais qui n'avaient pas l'importance de ça. D'accord. Alors il finissait par se dire, bon, tu l'écriras jamais. Donc pendant 12 ans, tous les 6 mois, il vous disait, alors, le jardin, qu'en est-ce que ça fait? Je renonce, hein, on ne publie pas, c'est oublié le jardin. Je dis non, attends, ça avance, au contraire. Je n'ai même rien lu. Je dis, je peux rien. J'ai pas envie que tu le lises maintenant. Tu le liras quand ce sera terminé. Vous sortez pas votre bébé, vous les femmes, vous sortez pas votre bébé de votre ventre pour le montrer aux gens avant qu'il soit complètement terminé. Vous avez déjà mis autant de temps pour un autre livre Non, mais il est arrivé de mettre 7 ans, oui, pour des livres qui étaient difficiles de documentation ou d'écriture. Chaque livre est une recherche d'écriture. On n'écrit pas de la même façon le bureau des étangs et des jardins que John L'Enfer. John L'Enfer est un livre, c'est celui avec lequel j'avais eu le concours, c'est un livre sur New York, New York d'aujourd'hui. C'est un livre d'urgence, c'est un livre de choc, c'est un livre qui crie, c'est un livre d'encombrement. Tandis que ça, on est au Japon, donc une espèce de sérénité, c'est plus zen, si vous voulez. Alors, une fois que vous avez enfin envoyé votre manuscrit à votre éditeur, après lui, il commence son travail, mais votre travail n'est pas fini. Non, parce que il peut y avoir des modifications. Oui. Que souvent je n'accepte pas beaucoup. Comme dit l'éditrice avec qui je travaille chez Stock, elle dit c'est facile avec toi parce que le livre est propre. C'est-à-dire que j'ai corrigé toutes les répétitions de mots, etc. J'essaye de donner comme si je suis quelqu'un de très gourmand. J'adore les restaurants et je remarque que les restaurants ont une façon de présenter les plats. Et quand le plat est bien présenté, les légumes bien lisses, bien vernissés, vous avez en plus envie de le manger, le truc c'est meilleur. Je pense que le livre c'est pareil. Il faut qu'il soit, quand je le donne à mon éditeur, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit appétissant, il faut qu'on ait envie de travailler dessus. Et que l'illustrateur, par exemple, bon là c'est un peu particulier parce que c'est moi qui ai trouvé la couverture, mais que l'illustrateur ait envie de faire, ça lui donne des idées de jolies couvertures, attractives en tout cas. Alors pour ce livre, vous avez trouvé vous-même la photo de couverture, mais ce que je voulais comprendre, donc une fois que le livre sort, il est sur papier, ça y est, il arrive en librairie. Comment change votre vie? Parce qu'il faut l'accompagner le livre ensuite, il faut faire la tournée des librairies, il faut... Ça c'est merveilleux, voilà. Ça c'est merveilleux parce que tout d'un coup, cette chose qui était secrète, c'était mon livre que personne n'avait le droit de lire. Par exemple, mon épouse, nous sommes très proches, c'est normal parce qu'on est mariés, mais on est quand même particulièrement proches. Elle ne lit pas une ligne du livre que j'écris. Elle attend qu'il soit en librairie, le jour où il sort en librairie, elle va en acheter un. Là, elle va le lire. Elle vous fait un peu de vente, en fait. Oui, exactement. Mais j'aime accompagner mon livre et pouvoir en parler. J'aime surtout avoir rencontré des gens qui l'ont lu déjà et qui me font un renvoi, me dire oui, telle héroïne, elle nous plaît pas, etc. Un vrai dialogue s'instaure sur si vous voulez, par exemple, je renonce depuis déjà plusieurs années à faire des signatures seul. Entrer dans une librairie ou dans un magasin et signer des livres, tout simplement ne me paraît aucun intérêt. En revanche, s'il y a un débat avant avec le public, qu'il ait lu ou qu'il n'ait pas lu le livre, et qu'ensuite, ceux qui ont été intéressés par ce débat, si ça leur plaît, veulent acheter le livre, ça m'intéresse. Donc vous allez dans des librairies pour les lancements, j'imagine, dans les festivals de littérature ou les foires du livre aussi? Oui, j'aime beaucoup les foires du livre. D'accord. Parce que j'y vais en plus en curieux. Moi j'aime, si vous veniez chez moi... En tant qu'acheteur aussi, pour découvrir les autres écrivains. Si vous saviez ce qu'est ma maison. Une grande bibliothèque? Oui. On parle de murs porteurs, c'est une maison avec des livres porteurs. Il y en a absolument partout.
Et j'ai failli être... Parce qu'on dit que le métier d'écrivain, c'est un métier tranquille. C'est un métier extrêmement dangereux. Je suis un survivant, les livres ont failli me tuer physiquement. J'ai évidemment chez moi, derrière moi, une immense bibliothèque, bourrée de livres. Et un jour, je travaillais, je vous rappelle que je suis à la campagne, et la seule chose qu'on entend, c'est des petits oiseaux. J'étais en train de travailler et j'entends un train qui roulait à grande vitesse et qui faisait de plus en plus de bruit. Je me dis, c'est extraordinaire, ça fait des années que je vis dans cette maison, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voie ferrée, ou je suis en train de devenir fou, ou c'est un train fantôme. J'ai pas eu le temps de poser longtemps la question. Le train a déboulé derrière moi, c'était tout simplement ma bibliothèque tellement chargée de livres qu'elle s'est décrochée du mur, qu'elle s'est effondrée. Et je me suis retrouvé avec le nez cassé au milieu de ma chambre, saignant comme un veau, avec tous ces livres autour de moi. Je me dis, ils ont voulu me tuer. Ils ont cherché à me tuer. En fait, j'avais fait la stupidité de mettre les dictionnaires en haut et les livres de poche en bas. Alors évidemment, le poids partait comme ça. Et c'est pour dire que, voilà, moi j'ai des livres, je ne sais plus quoi en faire, mais je les aime. J'ai jamais pu en jeter un. Et quand j'en donne dans des bibliothèques, des prisons ou des hôpitaux, j'ai vraiment envie de leur dire au revoir, comme si c'était des trucs vivants, quoi. Je crois que je vais donner un peu la parole à Alix Auron pour qu'elle nous explique un peu comment, en quoi consiste vos fonctions. Qu'est-ce que vous faites exactement aux éditions Stock? Chaîne, du coup. Après tout ce dont Didier a parlé, c'est-à-dire que nous, on va commencer à parler aux éditeurs étrangers, donc partout dans le monde, mais ça va être... À quel moment? Est-ce que le livre est déjà sorti ou le livre est en cours? Alors, le livre n'est pas en cours, il est, disons, on a le fichier, le livre n'est pas forcément encore imprimé. Quand on commence à parler aux éditeurs du livre, de l'histoire, nous, on le lit un peu avant, en fait, qu'il sorte en librairie. On a le privilège de pouvoir lire le livre un petit peu en amont. Et on va commencer à en discuter, en fait, avec nos interlocuteurs avant la parution en France. Voilà. Mais c'est vrai qu'on continue à en parler au moment de la parution, puis c'est vrai que le livre de Didier a tout de suite, s'est tout de suite fait son petit chemin, sa petite vie en librairie en France, donc on l'a beaucoup réimprimé, donc au fur et à mesure on en discutait avec les éditeurs étrangers, mais également avec des éditeurs en France, par exemple, pour en faire un livre audio, pour qu'il existe aussi en livre de poche, parce qu'en France, ce sont des maisons d'édition différentes qui éditent le grand format et le livre de poche. Donc ça se fait à cheval, en fait. Faire un film éventuellement aussi. Faire un film aussi, éventuellement, exactement, discuter avec les producteurs pour voir s'il y a possibilité de faire un film. Là, c'est vrai que ce serait absolument grandiose. Hein. Donc voilà, ça se fait à ce moment-là et on continue en fait à en discuter au fur et à mesure de l'existence du livre en librairie avec les éditeurs étrangers. Quelle est la durée de vie d'un livre en dehors du format livre, qui est la vie de librairie? Pendant combien de temps on peut, construire une histoire derrière un livre? Ce qui est chouette aussi dans nos métiers, c'est que c'est vraiment, c'est exactement ça, c'est sans fin, dans le sens où, là encore aujourd'hui, Didier est traduit dans presque 14 ou 15 pays. On pourrait encore, il y a encore des pays à conquérir, des lectorats étrangers à conquérir, éventuellement une production. J'étais assez récemment à un festival de films animés pour discuter avec des producteurs aussi de peut-être une adaptation en film animé. Enfin, voilà, il y a une infinité de possibilités. Donc, ces derniers jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer des éditeurs roumains. On parle de livres aussi qui sont sortis il y a plusieurs années. Le livre de Didier, on peut en parler. Un bon livre, en fait, il n'a pas de date de péremption. Il peut être traduit 5 ans, 10 ans après, même éventuellement dans d'autres pays. Comment on choisit les projets? Comment vous choisissez les projets qui correspondent à l'identité? Est-ce que l'auteur donne son avis ou est-ce que c'est l'éditeur? Alors ça c'est plutôt Didier qui va nous dire s'il a eu son avis. Non mais racontez-nous. Mais nous en fait, disons qu'il y a certains livres, on sait, et souvent l'auteur sait également qu'il n'y a pas forcément un potentiel pour être traduit à l'étranger parce que ça va faire référence à des choses qui sont très françaises ou des personnages, voilà, des spécificités culturelles très françaises. Mais il y a toujours des exceptions. Ce qui est assez drôle avec le livre de Didier, c'est qu'on a un auteur français
Et alors, qui parle du Japon, qui parle d'une époque qu'il n'a pas connue. 12e siècle. Voilà, le 11e siècle au Japon. Donc c'est un livre, en fait, c'est un petit peu aussi un ovni pour de la traduction, parce qu'on se dit, est-ce qu'un éditeur roumain va vouloir traduire un texte écrit par un Français qui parle du Japon, et à un moment donné, en fait, ce qui finit par transcender tout ce qui pourrait consister, tout ce qui pourrait être des barrières, des freins, en fait, à la traduction, ça va être la qualité du livre aussi, en fait, parce qu'on va retrouver des choses qui vont être très universelles. C'est un livre qui est plein de sensualité, qui va être, comme disait Didier, en fait, qui va nous parler, qui va nous susciter des émotions, et ça, en fait, il n'y a pas de frontières pour ça. Donc, pour répondre à votre question, pour choisir les livres, en fait, qui vont avoir la possibilité éventuellement d'être traduits à l'étranger, ça va être la qualité du texte, et ça va être éventuellement, est-ce qu'un lecteur roumain, est-ce qu'un lecteur japonais, un lecteur italien va retrouver cette émotion qu'un lecteur français va pouvoir avoir, en fait, à la lecture du livre. Denisa Comanescu, aș fi dorit să vă întreb, vă rog, cum a ajuns romanul Biroul pentru grădini și iazuri la editura Humanitas Fiction? Știu că uneori pentru anumite romane traducătorul vine cu o idee, sau în alte cazuri editorul are în planul său editorial un anume autor sau o anume carte. Povestiți-mi puțin ce se întâmplă după aceea. Îmi amintesc că eram în 2017 la Târgul de Carte de la Londra și în standul BF existau, bineînțeles, șefa de drepturi de la editura Stock și am avut o întâlnire. Nu știu dacă ieșise deja cartea la începutul lui aprilie 2017. Oricum mi-a trimis PDF-ul și m-a interesat, m-a intrigat exact acest lucru. E un scriitor francez, scrie despre Japonia și mai ales despre secolul de aur al Japoniei. Pentru că publicați destul de des la Humanitas Fiction autori japonezi. Da, de când am intrat în lumea editorială, după ce am terminat facultatea, am și intrat în lumea editorială și m-am ocupat de la început printre mai multe țări și de Japonia. Și pentru că în România comunistă nu era mare lucru, a trebuit să intervin la prieteni în Franța. Piquie e o editură care publică foarte mult din mare literatură japoneză și cea contemporană, New Directions în Statele Unite ale Americii. Și atunci, prin prieteni, am primit cărțile respective și am tradus foarte mult la editurile la care am lucrat înainte și la editura Humanitas Fiction din literatura japoneză. Și întotdeauna, dacă un scriitor occidental scrie ceva legat de Japonia, mă interesează foarte tare și mă intrigă, pentru că sunt viziuni atât de diferite între cea a extremului Orient și cea occidentală. Și am citit cartea domnului Didier Depoin și am rămas absolut siderată. E o carte de mare poezie, e o carte de înțelegere a ceea ce înseamnă Japonia eternă. E foarte important lucrul acesta. Ce înseamnă senzualitatea, ce înseamnă de fapt parfumul. Parfumul aici este într-un fel la antipodul parfumului celebrul roman al lui Züskind. E într-un fel ceea ce spunea Lucian Blaga, un mare poet român, că parfumul cel mai sofisticat vine din rădăcinile care stau în mâini, la nufe, spre exemplu, deși nuferii n-au parfum. Și am început să citesc și cronicile, care toate au fost foarte bune, și bineînțeles că am cumpărat cartea. Și ce se întâmplă după aceea? Deci cumpărați drepturile
Da. Pentru traducerea negociem la sânge, bineînțeles. Nu atât cu autorul stă deoparte, ci cu drepturile de autor ale editurii. Și după aceea cumpărăm cartea și pe urmă cauți traducătorul potrivit. Doru Mareș este un traducător cu o foarte largă paletă și cu un număr impresionant de scriitori cu stiluri diferite pe care i-a tradus în limba română. Și mai e ceva, el înțelege foarte bine poezia și poate o redea în limba română. Ori această carte are un limbaj de multe ori de o mare poezie și era nevoie de un traducător care să știe să redea nuanțele poetice ale textului. Poate domnul Doru Mareș să ne povestească cum lucrează traducătorul pentru o astfel de carte sau în general cum lucrați? Ce se presupune de fapt munca dumneavoastră de traducător literar? Păi, cred că în primul rând cel mai bine când o fac este să mă simt nu traducător, ci cititor. Adică mă bucură textele pe care le traduc, care îmi produc plăcerea, bucuria de cititor. Și Biroul pentru Credinți și Iazuri este așa ceva, mulțumesc domnule Depon. Este o carte care te ține de la un capăt la altul, dacă vreți un pic pe o strategie aproape dostoevskiană, te faci roman polițist, dar de fapt este un roman filozofic, un roman poetic, autorul având și un flair special al povestirii. Și atunci primul nivel pentru mine a fost ok, adică am citit, aș spune pe dinăuntru, cartea, pentru că spre deosebire de cititorul normal, traducătorul trebuie să citească pe bune cuvânt cu cuvânt, că altfel nu iese. Și în același timp să nu piardă sensul frazei. Și da, așa este, și emoția poveștii. Altfel este un joc cu cuvintele, un pariu al tău, încerci să nu trădezi chiar cu totul autorul, deși evident că rescrii textul în limba ta. Vestita vorbă traditore. Da, eu nu cred în ea, cred că italienii s-au jucat cu limba lor un pic amaiurea, nu cred în traditore, dar cred că nu se cheamă trădare și se cheamă reinventare. Și poți să reinventezi folosindu-i autorului sau, Doamne ferește, poți să reinventezi făcând vraiște textul original. Sper că n-am făcut varianta a doua. În niciun caz. Responsabilitatea aceasta este destul de... e mare, mai ales nu, pentru literatura contemporană. Cred că nuanțele sunt... Ce e mai greu, de fapt, să traduceți? Literatura contemporană? Sau... Păi, dacă mă gândesc că mă rog, cel mai bătrân prieten al meu tradus este Molière, dacă nu mă înșel. Sigur că e mai simplu să-l păcălești pentru că nu vine să te tragă de urechi. Dar cred că cel mai greu lucru este să traduci textele care îți plac. Lucrați și cu autorii? Întrețineți o relație cu ei în general sau aveți momente în care lucrați complet singur și autorul nu intervine deloc? Ar trebui să nu vă răspund la întrebarea asta, că este, ca să spun așa, prea intimă. Sigur că este mai funcțional, să zicem așa, ceea ce s-ar numi teatru work in progress. Să lucreze traducător umăr la umăr cu autorul, dar chestia asta tehnic e destul de dificilă. Ar presupune să stai pe două scaune în fața computerului și să iei timpul autorului, mă rog, și el să te bombăne pe tine, adică ar fi un pic nefuncțional, deși probabil că ar fi ideal. Prefer să
lucrez singur textul și acolo unde mă întorc și simt că am niște probleme, să apelez direct la editor sau unde nu, prin editor la autor sau direct la autor când se poate. Și după aceea ce se întâmplă? După ce ați terminat traducerea, din punctul dumneavoastră de vedere, își trimiteți manuscrisul către editură? Nu? Cum se procedează după aceea? Vă mai corectează cineva? Da, bineînțeles, și e foarte bine așa. Mai intervine un al doilea? Intervin mai multe grile, una, două grile de redactare, două, trei grile de corectură, ceea ce este foarte bine pentru că fizic îți scapă, nu privești un cuvânt, dar nu-l citești, el se citește în mintea ta și totuși el există pe hârtie din litere. Asta e una. Doi, uneori te fură limba de plecare, francizezi, ca să zic așa, în cazul meu, și te trezești cu o sintaxă care uneori nu mai ia limbii române. Și atunci cineva din afară trebuie să spună, mai întoarce-te la limba ta, lasă franceza, e ok, da. După care cred că trăiești aceeași așteptare ca și autorul, pentru că a mângâia hârtia este o bucurie erotică specială. Îmi imaginez. Și mi se pare foarte frumos că traducătorii sunt scoși în evidență, cel puțin în ultimii 15-20 de ani. A fost o vreme în România în care traducătorul era puțin în umbră. Trebuia să căutăm mult să găsim numele traducătorului. Bănuiesc că și aceasta este o formă de recompensă, Doru Mareș. Bineînțeles, ca să zic așa, suntem totuși oameni, nu Google Translate. Și de altfel, eu nu cred că Google-ul va putea vreodată să traducă un text literar. Că cele științifice vom discutăm despre altceva, dar așa cum doi traducători, dacă sunt cinstiți cu ei înșiși, nu vor traduce niciodată la fel același text literar, și la drept vorbind, așa cum eu însumi cred că aș traduce cartea asta altfel dacă aș traduce-o peste un an sau doi. Eu zic să nu ne culcăm pe urechea asta că Google nu o să reușească niciodată să traducă o carte. Am auzit recent vocile artificiale. Cred că distanța dintre radioul de astăzi și radioul de mâine făcut de o voce artificială este foarte, foarte mică. Denisa Comănescu, ce se întâmplă după ce un roman este tradus? Cum faceți dumneavoastră la Humanitas Fiction să îl faceți cunoscut în toată țara? Pentru că nu trebuie să ajungă și la publicul său. După ce e tradus, bineînțeles, se trece la redactare și există o conlucrare între redactor și traducător. După aceea corectura, les épreuves, care sunt una, două, depinde cât de încărcat e textul după redactare. Nu sunt încărcate deloc textele, uitorul mare și foarte operativ și timpul dintre predarea traducerii și publicare este foarte scurt, tocmai pentru că traducerea este foarte bună și marea atenție este asupra confruntării. De fapt, aceasta este cea mai grea și ține de redactor. Dacă în timpuri mai vechi, să zicem până spre sfârșitul anilor 80, în Europa existau confruntatori care erau plătiți separat. După aceea procesul s-a industrializat de editare și atunci redactorul face mult mai multe și face și confruntare și redactare. Uneori face și corectură, bineînțeles, fiind plătit pentru lucrurile astea. De ce? Pentru că, spre exemplu, meseria de corector e aproape dispărută. Ea incumbă editorului și mai ales redactorului. După apariția cărții, și nu după apariție, ci chiar dinainte, intervine departamentul de marketing și promovare. Și foarte mult din vânzarea cărții depinde de promovarea care se face înainte de apariție. În așa fel încât lumea să știe să fie pregătită în momentul în care cartea deja este în standurile librăriilor.
Noi avem un departament destul de puternic de marketing și de promovare și întotdeauna cititorii noștri știu că va apărea cartea și despre ce e vorba și așa mai departe. E importantă promovarea, dar nu intrăm în amănunte acum și indoor și outdoor, cum se spune în termenii de specialitate. E importantă promovarea pe internet. În momentul de față, critica de literatură s-a mutat pe internet pentru că sunt din ce în ce mai puține reviste literare pe hârtie. Și apoi intervine departamentul de vânzări, care și el, la rândul lui, are N strategii de marketing pentru a vinde carte. Și apoi livrarul și așa mai departe. Didier Delpont, j'avais une autre question avant de laisser à notre public la possibilité de vous poser des questions. Vous êtes secrétaire général de l'Académie Goncourt, en charge entre autres d'annoncer chaque année le fameux gagnant. Et je me demandais à quel point un prix comme le prix Goncourt est important dans la carrière d'un ouvrage, dans la carrière d'un livre, dans la carrière d'un roman, et comment on arrive à faire la promotion des auteurs français. J'ai en tête également un autre prix qui est un petit concours, c'est le Goncourt de l'étranger. Voilà. Je vous laisse nous expliquer un peu, prenez le signe. Je dirais d'abord qu'un livre... Le choix étranger, comme le choix roumain de prix Goncourt. Quand on décerne le prix Goncourt, on le décerne à un livre. Et ce livre, jusqu'à la fin des temps, tant qu'on peut le conserver, il est prix Goncourt. L'auteur, lui, des prix Goncourt pendant un temps beaucoup plus court. Il est prix Goncourt jusqu'au prochain prix Goncourt. Parce qu'un auteur qui reçoit le prix, un an après, c'est un autre qui a le prix. Donc il y a une grosse différence de durée entre son bébé, son livre, et lui. Le livre, il aura toujours la borne prix Goncourt autour. L'auteur, il n'aura pas toujours marqué prix Goncourt là. Cela dit, c'est pour un livre, c'est merveilleux d'avoir ce prix. Pour un auteur, ça peut être une charge, parce qu'il peut très bien croire tout d'un coup qu'il a un public énorme. Il va s'apercevoir qu'au livre suivant, ce public aura fondu. C'est exactement comme un chanteur qui tout d'un coup tombe sur un tube. Il fait un disque, ça se vend. C'est le disque de l'année, c'est le disque de l'été, ça se vend formidablement bien. Et alors il se dit, c'est formidable, je suis devenu un grand chanteur. Non, vous avez chanté une grande chanson. C'est pas la même chose. C'est là où on s'aperçoit du divorce, si je puis dire, qu'il y a entre un auteur, que ce soit chanteur ou écrivain, et un livre. C'est pareil pour un tableau. Vous avez des gens comme Picasso, tout est bon. Mais la naissance du monde, c'est Courbet. Il a fait d'autres tableaux, Courbet. C'est celui-là qui restera. Donc bien dissocié quand on réfléchit le livre et la carrière de l'auteur. En ce qui concerne le Goncourt étranger, c'est quelque chose qui pour moi est capital. C'est une de mes préoccupations constantes à l'Académie Goncourt. C'est pas formalisé, mais c'est vraiment moi qui prends en charge cette histoire-là parce que je suis très heureux de penser que grâce à ça, la francophonie peut marquer des points, c'est-à-dire qu'on peut continuer à parler français chez les gens qui aiment pratiquer cette langue, et aussi, parallèlement, il y a la découverte d'une littérature contemporaine, française en l'occurrence. On est actuellement, je crois, à 14 pays qui jouent le jeu, parce que c'est quelque part une forme de jeu, donc la Roumanie joue avec nous. Ça consiste en quoi? En septembre, les Goncourt, quand nous nous réunissons, nous établissons une première liste de 14 ou 15 titres, tous susceptibles de recevoir le prix Goncourt à la fin de l'année. Cette liste, elle est immuable, on ne peut pas en faire rentrer d'autres titres. Bon.
Un mois après, on l'a réduit à 8 titres. Puis on l'a réduit à 4 titres. Et sur ces 4 titres, il y a le jour où on vote sur le carré d'as. Alors les pays étrangers partent en principe de la liste de 15 titres. On leur accorde le droit de partir de la liste de 8, parce qu'il faut les lire, les livres, hein, c'est long. Et ils partent de cette liste Goncourt et ils choisissent le livre qui leur paraîtrait à eux mériter le prix Goncourt. C'est leur choix à eux, on n'a pas le droit d'intervenir ni de les influencer d'aucune façon. Et qui sont ceux qui jugent? Eh bien, ce sont essentiellement les apprenants du français, des étudiants. Ça peut être des scolaires, mais c'est plus compliqué pour qu'ils arrivent à lire en français des livres. Mais les étudiants du français sont eux. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est d'assister à leurs réunions, à leurs discussions. Je peux vous dire que moi, j'ai assisté à beaucoup de discussions de jeunes gens, des jeunes filles qui apprennent le français. Quand ils parlent des livres qu'ils ont lus, que j'ai lus aussi, puisque c'est la liste Goncourt, je suis stupéfait par leur connaissance, non seulement de la langue, mais des principes de la littérature française et de la littérature en général. C'est parfois très, très bouleversant de voir une empoignade de jeunes gens et de jeunes filles sur un titre, et on se dit, nous, autour de la table, quand on a voté, on n'a pas été capable de trouver ces mots, de trouver cet enthousiasme, de trouver cette force de défense. C'est une chose merveilleuse. Sur ces 14 pays, on essaye le plus possible de parrainer, c'est-à-dire que l'un d'entre nous vienne au moment de la proclamation du prix, etc. Il y a des choses très... Donner une anecdote qui est quand même très émouvante, elle est courte. Il y a notamment le Goncourt de l'Orient. Et l'Orient, ça rassemble le Liban, les pays de là, plus la Palestine et la bande de Gaza. Et une année, je les vois, des jeunes gens votent. C'était pas pour le livre auquel je pensais, mais il y a une jeune fille voilée qui venait de Gaza, qui me dit: est-ce que je peux prendre la parole? Je lui dis bien sûr. Alors elle prend le micro et elle dit, il y avait peut-être 300 personnes, 400 personnes qui l'écoutaient. Elle dit, alors écoutez, le vote est allé pour un livre qui n'est pas celui que j'aurais choisi. Moi j'ai choisi, elle a parlé d'un livre de David Fuenquinos, qui s'appelle Charlotte. Je ne sais pas s'il a été traduit. Et ce livre avait pas eu tout d'entrée de jeu le succès qu'il méritait en France, parce qu'il était écrit avec des analyses un petit peu comme un poème. Et en France, la poésie ne marche pas très fort. Donc, voilà, il n'avait pas rencontré le succès. Après, oui, mais au début, non. Et cette jeune fille dit, je sais qu'en France, vous n'avez pas compris ce livre. Mais vous n'avez pas compris parce que vous n'êtes pas une petite fille de palestinienne. Vous n'avez jamais couru sous les bombes. Vous n'avez jamais été poursuivi par la mort. Moi, oui. Moi, j'ai eu peur. Moi, j'avais des bombes qui sifflaient derrière, etc. Comme Charlotte fuyait devant les nazis, moi, j'ai fui devant... Et elle dit, quand on court comme ça, je vous assure qu'on a du mal à respirer. On est haletant. Donc, on n'a pas une respiration régulière. En respiration, on va à la ligne aussi. Moi, j'étais bouleversé par ça. Et quand j'ai raconté en rentrant à David Fuenquinos ce qu'avait dit cette petite jeune fille, il dit rien que pour ça, ça valait la peine d'écrire ce livre. Ben oui, ce que ça peut apporter, c'est ce choix de l'étranger, un nouveau regard, et un regard souvent de gens très jeunes, et qui parlent de leur expérience personnelle. Bon, on va tâcher d'aller jusqu'à 20, mais on s'arrêtera à 20 parce qu'après c'est une machine qu'on n'arrive plus à maîtriser. Et voilà comment les livres arrivent chez nous. Iată o mică istorie a modului în care cărțile ajung la noi. Dacă sunt întrebări, vă invit să le puneți acum. Dacă nu, îl vom invita pe autor eventual să acorde câteva autografe, căci am făcut introducerea și masa rotundă înainte, acum. După care, la ora 12:30, doamna Denisa Comănescu, ne mutăm la standul editurii Humanitas pentru lansarea romanului Biroul pentru grădini și iazuri, apărut la editura Humanitas Fiction. Dacă sunt întrebări,
Seulement une précision pour aller dans le sens de ce que M. Decoing disait tout à l'heure. Pour le choix Goncourt de la Roumanie, il y a 2 ans, Leila Slimani était la marraine. Et elle a assisté au dernier jury à Bucarest avec les représentants des 7 universités roumaines qui s'étaient réunies régulièrement pour réfléchir sur le prix. Elle a essayé d'orienter éventuellement les débats. Les étudiants ne sont pas laissés faire. Ils ont argumenté et ils ont emporté la partie. Leila Slimani étant extrêmement impressionnée par le niveau de réflexion, le niveau de débat, le niveau des arguments apportés par les étudiants. Donc vous avez raison, les jeunes sont absolument magiques. Pas du tout. C'est toute cette génération de jeunes du monde entier qui vont devenir des lecteurs plus qu'adultes, qui vont continuer à se passionner pour les livres. Quand on a créé, nous, le Goncourt des lycéens, c'était pas pour faire plaisir aux jeunes, c'était en se disant ces jeunes qui ne lisent pas, c'est vrai, ils ne lisaient pas, qui vont tout d'un coup découvrir ce que c'est que la lecture d'œuvres contemporaines. Il n'y a pas que les vieux écrivains morts qui sont importants, ils vont tout d'un coup comprendre que c'est passionnant. Et c'est le cas. Et c'est le cas, il faut voir, il y a tous les ans, à Rennes, en Bretagne, il y a une assemblée plénière des lycéens et lycéennes qui ont participé au concours des lycéens. Et ils font venir leur lauréat, bien sur scène. C'est comme si c'était une rockstar. Vous avez toute cette masse de jeunes garçons et de jeunes filles qui se lèvent. Et la dernière fois, il y a une ovation de 8 minutes. C'est long, 8 minutes. 8 minutes de cris, d'applaudissements, de tapage de pied, etc. Et les auteurs qui vivent ça, ils sont bouleversés. Je leur dis toujours avant, tu vas avoir un choc. Wow, tu sais, j'ai déjà été applaudi, comme ça, non. Mais ces jeunes, ça y est, ils ont attrapé le virus, ils vont devenir des lecteurs. Vă mulțumim foarte mult. Cred că Librul de Jardin Editon există aici, nu? Deci pentru cei care doresc să cumpere cartea prin intermediul librăriei Chiralina a Institutului Francez din București și Adiev, cartea este aici, după care în limba română, în limba franceză, după care în limba română la standul editurii Humanitas. Mulțumesc foarte mult! Și vă mulțumesc și mulțumesc foarte mult și invitați pentru disponibilitate.